Merci beaucoup. Je vais avoir le rôle de essayer de poser des questions pertinentes à Liselle, ce qui, j'espère, réussir à faire de manière acceptable. En tout cas, c'est un plaisir d'être là. Je remercie beaucoup les organisateurs. Et pour commencer, peut-être je vais dire deux mots du livre, parce que vous n'avez peut-être pas eu l'occasion de la tenir dans les mains. Donc d'abord, je veux souligner à quel point j'ai adoré le lire. J'ai trouvé ce livre vraiment très intéressant, très bien écrit, très précis et du coup vraiment une ressource pour apprendre et pour se positionner par rapport à cette courant d'études et de recherche. C'est un livre qui a beaucoup de points très importants, mais je les résumerai dans sa structure en trois parties qui permet vraiment de faire un voyage en quelque sorte. Une première partie qui est bien longue, une centaine de pages, qui crée, si vous voulez, un contexte historique, intellectuel des études décoloniales. Donc ça nous permet vraiment de découvrir la généalogie et tout un nombre d'intellectuels latino-américains qu'on connaît très peu, notamment si on n'étudie pas l'Amérique latine. Et c'est vraiment éclairant pour comprendre la complexité historique qui a amené et la confluence de différents courants de pensée, de concepts, etc., qui ont progressivement convergé vers l'émergence de ce groupe modernité, colonialité, décolonialité. Voilà. Euh, et pas de problème. Et donc voilà, deuxième partie qui justement met l'accent sur les études décoloniales dans leur configuration présente et en mettant l'accent sur un certain nombre de concepts sur lesquels on essaiera de revenir au cours de cette discussion. Et une troisième partie également très importante et intéressante parce qu'elle nous montre comment les études décoloniales ont réussi à s'infuser ou à inspirer tout un tas d'autres débats et d'autres courants de pensée qui permettent aussi de, à certains égards, actualiser ou en tout cas décliner parfois les préoccupations exprimées par les études décoloniales sous d'autres thématiques telles que le genre, par exemple, ou je ne sais plus que c'était. Bon, en tout cas, surtout le genre, parce que maintenant, ça m'échappe quel est le savoir. Enfin, tout un tas de questions sur lesquelles on reviendra en tout cas. Voilà, c'était pour dire à quel point, du coup, cet ouvrage permet d'avoir une perspective complète des études décoloniales. Et je me permets simplement d'ajouter un tout petit point pour vous dire, j'ai évidemment oublié en introduction, que si vous n'avez pas encore lu cet ouvrage et ne l'avez pas chez vous, vous pouvez aller au Bibliocafé qui est partenaire de cet événement et qui a de nombreux exemplaires. Voilà. Excellent, voilà. Donc, fini pour la partie plus publicitaire. Et en venant aux choses sérieuses, donc, je voulais commencer cette conversation en demandant à Liselle, peut-être parce que pour beaucoup d'entre vous et beaucoup d'entre nous, on connaît ce terme décolonial au prisme de la manière dont il a été utilisé dans le débat médiatique en France et parfois instrumentalisé politiquement. Donc j'aimerais déjà peut-être demander à Eliselle d'où vient la peur du décolonial qu'on a vu même dans des titres d'articles en France. Qu'est-ce qui fait peur de ce terme et de ces études et qu'est-ce qui a été mal compris ou en tout cas qu'est-ce qui a permis cette instrumentalisation? Bonsoir déjà à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation et la proposition d'avoir cet entretien avec toi, Alessandro. Et alors, cette question, elle est contextuelle, mais c'est vrai qu'on la retrouve dans beaucoup d'espaces, pas uniquement en France. Je pense que la question décoloniale, globalement, ce qu'elle introduit ou ce qu'elle va faire, c'est poser différentes questions. La première est celle de la race. En fait, lorsqu'on va parler de décolonialité, on va déconstruire ou vouloir déjà visibiliser que ça existe, que ces différences existent et qu'il y a une inégalité essentialisée, construite et essentialisée et qu'elle est présente jusqu'à aujourd'hui. Et la deuxième question qui est un peu corrélative, je dirais, et qui pose à mon sens le cœur de la problématique, c'est qu'elle est portée précisément par les descendantes et descendants de cette histoire, de l'histoire coloniale. Et comme cette histoire coloniale, elle a couvert
puisqu'elle a commencé pour nous en perspective décoloniale d'Amérique latine en 1492, on est à plus de 5 siècles, 533 ans, et donc elle s'est étendue à la planète entière, et donc ça fait des milliards de personnes concernées par ces problématiques actuelles, parce que ça c'est une autre caractéristique de cette réflexion, c'est de nous dire que nous partons de ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que ce n'est pas juste un retour en arrière de manière un peu, on va dire, intellectuelle, juste pour savoir comment était la vie des colonisés en 1600 ou en 1700, mais de voir que en fait ces racines ou les inégalités et la domination ou la situation de domination qu'on vit aujourd'hui, eh bien, elle plonge ses racines dans une période très ancienne. Et je crois que c'est ça qui fait peur, c'est bouleverser du coup des structures qu'on a tellement normalisées et qui mettent, donc les questionner, c'est les mettre en péril, et les mettre en péril, c'est déstabilisant pour tout le monde. Enfin, cette situation y compris pour les personnes qui ne sont pas elles-mêmes descendantes et descendants des colonisés, de nous dire mais et qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on propose? D'ailleurs, la grande question après parler de décolonialité, ça sera toujours et comment on décolonise? Alors, puisqu'on n'a pas décolonisé, comment fait-on? Et c'est ça qui, je pense, génère une grande peur de défaire l'ordre dans lequel on vit, quand bien même on est tous d'accord, ou on peut être d'accord sur le fait qu'il est très inégalitaire, très injuste, et la perspective décoloniale, c'est qu'elle est radicale en fait, dans le sens étymologique, c'est-à-dire elle plonge aux racines, elle veut aller jusqu'aux racines des problématiques actuelles, pas seulement, ce qui serait déjà bien peut-être réparer certaines choses, réorganiser. On se dit si le bâtiment est mal construit, c'est le bâtiment qu'il faut voir et pas uniquement l'agencement des objets. Merci. Une petite parenthèse, oui, parce que j'ai oublié au départ de vous encourager à poser des questions. On va régulièrement essayer de vous donner la parole. Donc, je vais quand même en poser une deuxième avant d'ouvrir une première fois la parole au public. Mais voilà. Surtout, n'hésitez pas. N'hésitez pas à lever la main ou en tout cas... Voilà, précisions, commentaires, observations. Vous êtes bienvenus. Et c'est-à-dire que aussi ce livre, voilà, arrive très bien à le faire, mais c'est aussi le défi aujourd'hui de cette conversation de réussir à restituer un débat qui a parfois aussi, voilà, est théorique et peut être aussi assez complexe, mais qui en même temps touche, comme Lisselle l'a dit, des questions qui nous concernent tous et qui ont vraiment des traces dans la société contemporaine en France comme ailleurs. Du coup, le défi de traduire cette complexité aussi dans des manières de le présenter qui soient accessibles à tout le monde. Tu as mentionné, je pense, deux choses qui sont vraiment très importantes. Une, c'est un accent que les études coloniales mettent sur le fait qu'on ne peut pas dissocier en quelque sorte une forme de démarche scientifique, on pourrait dire, d'analyse sociale, d'une démarche d'engagement. C'est-à-dire que c'est très clairement deux choses qui sont associées dans ces études et c'est aussi une invitation de ces études à plein d'égards à prendre position face à voilà, des questions qui peuvent être déchirantes aussi dans la société d'aujourd'hui. Donc c'est une question dans cette direction, comment du coup se positionner aussi en tant qu'intellectuel, en tant que chercheur vis-à-vis de ces questions pour être actif politiquement. Et deuxièmement, c'est aussi des études qui nous offrent vraiment des catégories et des instruments du coup pour mieux comprendre ce qui se passe et du coup se positionner de manière plus précise. Et parmi ces outils, je commencerai par en introduire un et sur ça, voilà le défi de le rendre tout à fait accessible, mais le terme de colonialité qui est vraiment au centre des études décoloniales. Donc, une première demande d'essayer de nous présenter ce concept et puis voilà, je rebondirai sur ça. Oui.
Alors, je vais faire un petit... dévier un tout petit peu. On va revenir sur ce que tu as dit sur la position, parce que avant même de définir la colonialité, et la colonialité du pouvoir, par exemple, pour commencer par là, la position est importante. C'est-à-dire, le positionnement, quand tu dis la décolonialité, c'est une praxis. C'est-à-dire, à partir du moment où on s'interroge sur un phénomène qui est celui de la domination, parce que là on est sur les questions de domination, les questions vraiment politiques, et ce qui fait aujourd'hui qu'on ne soit pas tous et tous égaux dans ce pays, dans cette planète. À partir de là, il y a il n'y a plus de séparation. Et est-ce qu'elle existe vraiment, la séparation? C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est si on voit si nous voyons un accident devant nous et qu'on se positionne, ça serait ça la position de l'université, du chercheur. J'observe, je vais raconter, je vais écrire, je vais décrire et je ne vais pas intervenir. Mais est-ce que c'est possible vraiment de le faire? Donc en fait, il n'existe pas le fait de rester dans cet espace de dire je suis neutre, je suis celui qui observe. C'est une position politique. C'est une position de celui ou celle qui ne veut pas intervenir, aider, faire quelque chose, appeler les secours, enfin, je ne sais pas, intervenir et agir d'une certaine manière. Donc déjà, la position est très importante dans cette réflexion. Et c'est un concept aussi de la théorie décoloniale, c'est celle du lieu d'énonciation. C'est-à-dire qu'on est tous acteuristes du monde dans lequel nous vivons. Et ça ne concerne pas uniquement les descendants des colonisés, les dominés, mais ceux qui sont dans l'espace de la domination aussi. Ce n'est pas une problématique uniquement des subalternes ou des personnes dominées. C'est valable pour tous. Alors, et donc ça nous amène à penser qu'est-ce que c'est donc cette domination. Cette domination, la théorie décoloniale l'appelle ou s'intéresse ou a proposé ce concept de colonialité. Et de colonialité du pouvoir, d'abord, c'est un sociologue péruvien qui s'appelle Aníbal Quijano, qui, au début des années 1990, en réfléchissant à ce moment-là en Amérique latine, donc déjà depuis ce lieu d'énonciation, la politique de l'Amérique latine, de se dire 500 ans de la dite découverte qui n'en est pas une, qui est le début de notre colonisation. Déjà déconstruire cette idée-là, pour nous c'est le début de la colonisation. De 150 ans à ce moment-là, 150 ans d'indépendance, c'est-à-dire de nos décolonisations, si on veut aller vite, 150 ans, et on est toujours dans une situation très semblable à celle des siècles passés, du XVIe siècle. Si on regarde, mais passons aujourd'hui, 2025, au Mexique, si on regarde le taux de pauvreté, on observera que 70% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, donc en vivant avec moins de $2 par personne et par jour, 70% de cette population pauvre est d'origine autochtone. C'est quand même dans un pays où cette population elle est on va la situer entre 30 et 40%. Donc c'est quand même, il y a une surreprésentation. Si on prend le cas du Brésil, où 52% de la population est d'origine est noire, donc, 75% des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté sont noires. 75%. Donc il y a une surreprésentation aussi. Donc on va se dire quoi? Est-ce que c'est parce qu'il y a une sorte d'atavisme, de malédiction de ces populations qui, quel hasard de l'histoire, depuis 500 ans, ont été opprimées, esclavisées, exploitées, chassées de leurs terres, déportées, et elles se retrouvent toujours dans cette situation de domination.
Donc c'est pas possible que ça soit une malédiction, c'est que les structures coloniales mises en place depuis 1492 se sont perpétuées. Donc on est toujours dans un régime colonial qui ne s'est jamais arrêté. Mais on va nous rétorquer que la colonisation est terminée, qu'il y a eu des indépendances, qu'il y a eu des traités, qu'il y a eu et qu'on a des États indépendants. C'est pourquoi Aníbal Quijano et les penseurs et penseuses de la décolonialité se disent colonisation ne nous convient pas, on va proposer, et c'est ce qu'on propose, le terme de colonialité. Colonialité, étymologiquement, nous rappelle qu'on est toujours dans une situation coloniale, mais en même temps, ce n'est pas le terme colonisation, colonialisme, on sort de là, enfin, on a la même étymologie tout en portant quelque chose, un néologisme qui va permettre de donner et d'insister sur cette continuité. Ce qui est dans la réflexion décoloniale, on insiste beaucoup plus et on insiste vraiment sur la continuité des formes de domination. C'est comme on se dit, le racisme. Le racisme, d'ailleurs, commence pour nous aussi en 1492, avec la création, la fabrication de l'Indien comme catégorie justement raciale. Donc le racisme, il n'est pas terminé. On est d'accord qu'on vit dans des sociétés racistes. Il s'est transformé, il s'est maintenu. De la même manière, les formes coloniales de domination se sont perpétuées, se sont transformées. Elles changent, ces systèmes sont très dynamiques, c'est-à-dire qu'ils s'adaptent au contexte et au temps. Ils s'adaptent si c'est pas la même, la colonisation n'est pas la même dans la péninsule indienne que dans les Caraïbes, que en Afrique du Sud. Il n'empêche que ce sont des formes qui ont comme un ADN commun. Cet ADN commun de la colonialité, il prend trois formes. Il est génocidaire. Toute colonisation et toute colonialité est génocidaire. Le premier génocide, enfin, de cette histoire coloniale, je n'ai pas dit que peut-être qu'il y en aurait d'autres, mais nous, on s'interroge à le début de notre histoire contemporaine ici occidentale. C'est le génocide autochtone, ceux qu'on a appelés, qu'on a appelé à ce moment-là les Indiens des Amériques, qui, en l'espace de 60 ans, ont péri pour 90% d'entre eux. C'est-à-dire qu'en moins d'un siècle, 90% de la population disparaît par la violence coloniale. On parlait de violence, c'est ça. Donc elle est génocidaire, cette colonialité. Elle est aussi épistémicide, c'est-à-dire qu'elle non seulement elle tue les personnes, ou elle détruit ces personnes, ces communautés, ces peuples, mais aussi leur culture. Et c'est ça l'épistémicide, c'est les Canadiens, et je pense que c'est peut-être aussi très, très parlant, appellent ça le génocide culturel, parce qu'avec la colonisation aussi change ou extirpe, on va dire, on disait ça au XVIe siècle, on va extirper les croyances natives, on va les changer, on va proposer, on va imposer, on va faire intégrer d'autres pratiques, d'autres spiritualités, d'autres coutumes, d'autres espaces, d'autres langues. C'est épistémicide. Et troisièmement, la colonialité est aussi écocide. Elle détruit aussi l'environnement. Dans le sens où toutes les colonisations, elles ont un caractère économique, capitaliste. Il faut extraire un maximum de richesses de différents territoires, ce qui veut dire expulser les personnes de leur environnement, imposer des logiques extractivistes, d'extraction jusqu'à épuisement des ressources. Et donc c'est ça la colonialité. Et on se dit, si on applique ça, par exemple, aujourd'hui encore dans notre modernité, nos ordinateurs, nos téléphones, comment, à partir de quoi? De l'extraction, par exemple, du lithium en Afrique par des enfants, dans des conditions complètement inhumaines. Donc voilà en fait la définition, disons, de cette notion de colonialité.
Merci beaucoup. Du coup, on en profite pour ouvrir une première fois l'espace à des questions parce que voilà, on veut bien que s'assurer. Voilà. Oui, bonjour. En fait, je voulais vous demander si vous établissiez une sorte de différence dans ce qui est l'héritage du colonialisme dans les pays colons et les pays colonisés. Dans les métropoles et les pays colonisés. Non, Non, les colons, les pays colons, les pays oui, à l'origine colonisés par les métropoles, de la colonisation et les pays colonisés. Alors, c'est la différence. Je dirais, tout dépend à quel moment. En fait, la colonialité va avoir une incidence non seulement sur les pays colonisés, mais aussi dans les pays des colonisateurs, dans l'espace des colonisateurs. C'est-à-dire que la colonialité est une forme de domination qui peut s'appliquer dans beaucoup d'espaces. J'entends par là, par exemple, historiquement, en France, on peut dire que on a aussi des formes très coloniales de gestion et de fonctionnement. Et je dirais, bon, tu me diras Alessandro aussi pour l'Italie, mais pour la France, au XIXe siècle, en France, il y a différents peuples qui habitent et qui ne parlent pas tous français. Le français qu'on est en train de parler maintenant, qui ont leur propre langue, leur propre tradition. Et on va avoir des logiques justement très coloniales qui vont se mettre en place ici aussi en Europe pour un groupe, imposer et de la même manière, donc dans ces logiques de domination, sa propre culture à d'autres cultures qu'on va tuer finalement, progressivement. On va essayer de le faire. Il y a une résistance. En même temps, la colonialité, et c'est ça aussi un caractère spécifique de cette histoire, c'est qu'elle est aussi c'est de la résistance. Ces populations n'attendent pas ou se laissent faire, si on peut dire ça rapidement. Elles résistent. Donc il va y avoir cette résistance. La différence est que la colonialité distingue les groupes en deux, et ça c'est ce que en théorie décoloniale on appelle la colonialité de l'être, qui a surtout été travaillée à partir des travaux de Frantz Fanon par un philosophe portoricain qui s'appelle Nelson Maldonado Torres, et donc qui a proposé ce concept de colonialité de l'être, à savoir que la colonialité sépare, non seulement crée des groupes raciaux, des races, mais va considérer un groupe comme véritablement humain, comme véritablement donc pouvant bénéficier de droits, et un groupe non humain, un groupe qui se trouve dans ce qu'on appelle la zone du non-être, pour reprendre les termes de Fanon. Et cette population va être considérée comme pas véritablement humaine, comme sous-humaine, comme presque très barbare, voire un peu animal. Et donc, en fonction de ça, on aura un traitement différencié de ces populations. Donc en Europe, en France par exemple, comment s'est produit cette domination d'un groupe central autour de Paris, enfin de ceux qui vont imposer leur culture, leur langue, le récit national français, universel, par-dessus ou contre les Bretons, les Corses, les Alsaciens, Picards, que sais-je. Cette imposition se fera d'une manière bien sûr autoritaire et un peu violente, mais pas génocidaire, parce qu'on ne tue pas un autre humain, et ces groupes, même s'ils sont infériorisés, sont quand même considérés comme humains. Alors que la violence dans la zone du non-être, pour ces personnes que justement on a assimilées à des barbares, à des sauvages, et plus on est sauvage et plus on se permet de la violence. Et donc il y aura une différenciation donc, de ces traitements coloniaux dans des espaces, disons, plutôt protégés, qui seront celles de la zone de l'être, espace de l'humanité, et la violence exercée vis-à-vis de la zone du non-être. Autre exemple très concret, bien sûr, on voit, je pense on voit depuis une dizaine d'années comment, par exemple, les systèmes répressifs des mouvements sociaux
dans les espaces en Europe, en France par exemple, se sont intensifiés, sont devenus des formes coercitives assez bien structurées et répressives au point de mater les mouvements sociaux. Sauf qu'on ne se dit pas, bon, on va faire une manifestation et il y aura, je ne sais pas, 15, 20, 30 personnes décédées ce jour-là. On sait quand même que même s'il y aura une pression, bien sûr, il y a une violence, il y a une répression des mouvements sociaux, on ne va pas finir et fort heureusement, enfin je veux dire, déjà, ça, il ne devrait pas y avoir, on est d'accord, il ne devrait pas y avoir ces répressions. Mais la différence sera qu'on préserve quand même la vie, y compris de celles et ceux qui manifestent contre le pouvoir, alors que dans l'espace du non-être, donc la résistance des peuples, on sait très bien, ça peut finir avec un bain de sang régulièrement, que ce soit au Mexique, en Colombie, là en Équateur, et ailleurs dans d'autres espaces de la planète également. Voilà, je dirais je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui. Bonsoir. Tout à l'heure, vous avez parlé vous avez dit que la perspective décoloniale est radicale. Je me questionne un peu sur cette notion de radicalité, c'est-à-dire quel cadre, comment on pourrait la définir, cette notion de radicalité. Par exemple, tout à l'heure, vous avez parlé de Frantz Fanon. On l'oppose souvent à Aimé Césaire pour sa radicalité, et Aimé Césaire qui aurait été plus réformiste. Donc voilà, j'aimerais que vous étayiez un petit peu sur cette notion. Merci. Alors, radical, je veux dire de prendre le problème à la racine, dans ce sens-là. Alors, dans quel sens? Je ne sais pas. Souvent, on nous dit, mais vous êtes trop radicaux, vous êtes des militants. Déjà, cette question-là, de nous mettre face, pas uniquement à une réflexion sur les structures de pouvoir, mais que faire? Comment fait-on? C'est pour ça, dans Décolonial, il y a s'interroger sur la colonialité, mais c'est surtout le dé. Comment fait-on? Pourquoi on dit radical? Parce que, par exemple, enfin en tout cas ça c'est ce que... Et un exemple, ça serait celui de ce génocide culturel, par exemple. Enfin, comment c'est produit partout? Et je reviens sur la question aussi française, parce que même en France, c'est passé comme ça. France hexagonale, j'entends. Comment on a fait que le français, qu'aujourd'hui, c'est rare on n'est pas dans un pays plurilingue, on n'a pas différentes cultures, on n'a pas différents espaces culturels marqués comme tel. C'est par l'école, c'est l'école. C'est pour ça que l'école de Jules Ferry, elle a servi surtout à ça. On le sait historiquement. Je veux dire, quand les enfants allaient à la récré, qui parlaient leur patois, d'ailleurs qu'on appelait patois, on les frappait, on les punissait, etc. Bon. Alors, on peut se dire, réformons l'école. En perspective, du point de vue décolonial, on soit se poser la question, et puisque l'école a formé, enfin structurellement, elle est peut-être structurellement un facteur est-ce que son but, c'est pas celui de détruire justement, enfin de défaire ces cultures et acculturer un grand nombre d'enfants? Donc la radicalité ou la proposition décoloniale serait, est-ce que c'est pas cette école qu'il faut déconstruire? Et il y a des propositions. Mais justement, je pense notamment par exemple en Équateur, où des peuples autochtones ont proposé d'autres écoles, mais vraiment par opposition. Et c'est là où je dis la radicalité, parce que souvent on propose, on va faire des réformes. Par exemple, on pourrait se dire, puisque ces écoles ont lutté, l'école de Jules Ferry, a réprimé le breton. On remet du breton un petit peu, on remet ailleurs, je ne sais pas, du corse, du catalan, du basque. On remet un petit peu. Dans une perspective décoloniale, on dira, mais est-ce que la culture, c'est juste 2 heures de catalan par semaine et passer ou créer un CAPES de breton, par exemple, pour qu'il y ait des cours. Est-ce que c'est ça, décoloniser l'école?
Est-ce que c'est pas une école où, enfin, où comment on fait des écoles? Est-ce que ces peuples, c'est ça, est-ce qu'ils faisaient déjà, est-ce qu'ils avaient des écoles telles que nous les connaissons? Apprentissage et culture, tous les peuples ont apprentissage, une culture, une langue, une histoire, etc. Est-ce qu'on est obligé, par exemple, d'avoir une école comme nous l'entendons? Est-ce que ça, par exemple, quand on le met partout dans le monde, sous le même modèle, donc des enfants assis, avec leur uniforme, avec un seul programme, un programme le même pour tous, est-ce que ça, c'est pas colonial? C'est là, je dirais, où on est, enfin, pour illustrer cette question de la radicalité. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais... Question? Oui? Oui, ok, super. Bonsoir. J'aurais une question à propos des structures dont on a parlé, c'est-à-dire on parle des structures plutôt en Europe, donc un pouvoir plutôt économique, ou de la société en Amérique latine, par exemple, latine. C'est-à-dire qu'il y a une disparité qui est perpétuée, mais à un niveau vraiment local, et c'est plutôt ça qui joue beaucoup les rôles de continuer cette colonialité. Merci. Alors, je ne sais pas si je comprends bien la question, mais si je ne parle pas uniquement... Alors, la théorie coloniale, elle est produite depuis l'Amérique latine. Mais je pense qu'elle... Et c'est ça, ça me paraît là sa force, c'est que ce schéma-là du pouvoir, comment on explique la domination, ça peut être appliqué aux pays colonisateurs aussi, c'est ce que je disais, donc ça s'applique aussi aux pays colonisateurs. Dans quel aspect? Je dirais là, par exemple, c'était la deuxième réponse, merci. Parce que depuis les années 70, par exemple en France, Europe, je parle plus de la France, 60-70, donc après la Seconde Guerre mondiale, on sait que les anciens colonisés sont venus encouragés par l'ancienne métropole pour venir reconstruire, pour travailler, etc. Donc on a une population et des populations de plus en plus importantes qu'on appelle dans l'espace militant l'immigration postcoloniale. Enfin, on ne sait pas comment... ce sont les descendants des colonisés qui désormais sont nés en France, qui désormais sont installés, qui forment une communauté de plus en plus grande. Eh bien, on voit que ces systèmes de domination qui avant étaient uniquement situés à l'extérieur de la métropole, eh bien, s'applique ici. Enfin, c'est pas, par exemple, des systèmes de contrôle. Enfin, historiquement, par exemple, lorsqu'on crée des systèmes, enfin, je pensais à la police, non? Enfin, la BAC est créée pour la Seine-Saint-Denis, par exemple, enfin, en Île-de-France, qui est le département où on trouve à 75% des populations descendantes de l'immigration pour le contrôle. Les espaces les moins dotés économiquement, on va trouver, entre autres, pas seulement, il y a des communes très pauvres qui sont blanches où la migration n'est pas présente, mais quand une immigration est très présente, ces quartiers-là sont sous-dotés. Les écoles ne sont pas, sont considérées aussi sous-dotées. Enfin, contrairement à ce que dit le message officiel, est qu'on dote beaucoup plus. Mais en réalité, pour avoir été aussi prof dans le secondaire, c'est là où il y a plus d'absence de professeurs, où on a peu de titulaires, où on peut passer 3 voire une année sans professeur, sans que personne ne remplace ça. Est-ce qu'à Henri IV ou Louis-le-Grand, est-ce qu'on peut permettre une journée sans professeur? On va remplacer immédiatement. Vous voyez, c'est ces politiques-là. Ce n'est pas seulement une question. Donc cette façon de administrer, on va dire, ces espaces est coloniale. Et donc on dit aussi que cette colonialité, que ce schéma créé ou pensé depuis l'Amérique latine s'applique aussi à d'autres contextes. Vous voyez? J'espère que je réponds à la question. Je vous donne la parole et puis après, je redonnerai un peu la parole à Alessandro. Merci et bonsoir à tous. Donc voilà, il y a quelque temps, il y a justement peut-être un an, j'étais dans la même salle pour assister à une conférence et le titre était « Les os humains ».
je m'apprêtais à penser que c'était les zoos. Je ne comprenais pas pourquoi zoos. Et là, le conférencier nous a vraiment mis dans la tête qu'avant, les personnes déportées étaient mises sur la place comme un spectacle. Donc, ça, c'était l'époque. Aujourd'hui, je pense que nous sommes en 2025 et je me dis que peut-être on a évolué puisqu'on ne nous regarde plus comme si on était des os humains. Alors, ma question, c'est quoi? Ma question, c'est selon vous, est-ce que vous pensez qu'un jour, on pourra atteindre cette parité humaine? Parce que j'ai aussi lu un livre de Fatou Diom qui dit quand les personnes, les humains quittent d'un pays africain, Maghreb, Amérique latine, pour venir en Europe, ce sont les émigrés. Quand c'est le contraire, c'est l'expat. Donc, ce sont les expatriés, je veux dire. Donc, je voulais juste savoir si, franchement, on pense qu'un jour, il y aura la parité, tout simplement. Oui. C'est ce qu'on espère. C'était une conférence justement de Pascal Blanchard, juste pour préciser. Oui, d'accord, oui, sur les zoos humains, j'ai compris. D'abord, plusieurs choses. Bon, déjà, c'est ça ce que la décolonialité, c'est une praxis. C'est-à-dire qu'on lutte pour ça. C'est pour ça que je me dis, est-ce qu'on peut rester... Est-ce que, sachant ce que vous dites là, on peut rester inactif? C'est que la perspective décoloniale, c'est un peu comme mettre des lunettes quand on est un peu myope, par exemple, et qu'on voit trouble, et qu'on met les lunettes, et on se dit, ah, c'était comme ça, c'est vrai qu'ils sont déshumanisés, on a cette déshumanisation, cette exploitation, et on met les lunettes et on commence à voir, et on reste là, comme si on était aveugle. C'est que y a un problème, c'est qu'on veut maintenir tel quel, non? Maintenant, sur la question de la déshumanisation, effectivement, et fort heureusement, nous n'avons plus de zoos humains en France et en Europe, quoique le dernier zoo humain, il a été fermé en 1994. C'était quand même pas si vieux que ça. Mais cette déshumanisation, effectivement, encore une fois, moi, je pense qu'il faut la voir dans quels espaces elle va se développer. C'est-à-dire que à cette époque, on pouvait, jusqu'aux années 90, on avait dans le vocabulaire, et même dans les années 80, en France, on pouvait tuer de manière assez... il y avait beaucoup plus de crimes racistes, par exemple. Fort heureusement, des choses ont changé. Mais est-ce qu'on n'a pas déplacé? Est-ce que pour autant, déjà, les représentations sur ces populations ont tellement évolué? C'est la résistance, justement, de ces groupes qui font qu'on ne traite plus de la même manière, mais on va voir une sorte, malheureusement, un décalage vers d'autres espaces où l'exploitation puisse se faire de manière sans punition, sans contrainte, sans qu'elle soit réprimée. Je pense que beaucoup de choses ont changé en France parce que les populations se sont installées, sont devenues de plus en plus nombreuses, elles se sont mobilisées et des enfants sont nés ici en disant nous sommes nés ici et nous avons les mêmes droits. C'est-à-dire que je suis immigrée, je pense que l'immigration, comme vous dites, fait qu'on tente déjà de l'adaptation au pays, non? C'est pas notre pays, donc on fait... Nos enfants, déjà, ils n'ont même pas à se poser ces questions-là, et donc ils vont exiger. C'est vrai que nous avons un mouvement qui se dit d'ailleurs décolonial, souvent en France, qui s'appelle ainsi, qui revendique beaucoup plus, de manière beaucoup plus affirmée. Les descendants décolonisés disent mais maintenant nous on est là, nous sommes nés et on ne va pas permettre qu'on appelle cette pâtisserie tête de nègre parce que nous on ne veut pas. Voilà, sur des choses qu'on n'aurait pas dites, non, vous voyez. Bon, donc ça, il y a une avancée, on va dire un progrès sur ces sens. Est-ce que pour autant, le problème c'est que dans le monde, malheureusement, ces modes de fonctionnement n'ont pas disparu dans ces autres zones,
géographique. C'est pour ça que la théorie décoloniale va distinguer le nord global du sud global. On peut être racisé ou descendant de colonisés, mais dans un espace qui est ici. On est quand même dans un espace... on n'a pas peur, par exemple, de sortir et qu'on se fasse tuer. On va pouvoir rentrer chez nous, on va aller manger, dormir, etc. Donc, ça, c'est le nord global. On est dans un espace du nord global, on est protégé. Et cette protection, ça devrait être un droit pour tout le monde. Mais on sait que si on sort de ce contexte-là et on est, je ne sais pas, je vais dire à Lima, dans un quartier, dans une favela de Lima ou dans un slum à Delhi, on n'aura pas ces mêmes droits et ces personnes continuent peut-être pas à être dans un zoo humain directement, mais exposées à la violence de même ordre. C'est-à-dire combien d'enfants qui n'ont aucun droit, des fillettes qui vivent la violence de l'exploitation. Enfin, voilà, c'est ça en fait. Je dirais, de la colonialité. C'est pour ça que je disais qu'elle se maintient, mais ailleurs. Et la lutte décoloniale, ça doit être une lutte qui doit être pensée globalement. Alors, ce n'est pas une critique des milieux militants, c'est juste dire, justement, si on sait que la colonialité, elle est très forte pour se restructurer et aller ailleurs et se répandre et aller vers d'autres espaces, d'être vigilant à ce qu'on ne se dise pas, bon, maintenant, parce que moi, je dors, je mange et à ma faim, le reste, c'est bon, tout est bien dans le meilleur des mondes. Enfin, bon, on est dans le... Voilà, j'espère que je réponds à votre question. Donc, la lutte continue, voilà. Oui. On abandonne. Parce que nous dormons, enfin, voilà. Mais pas que nous. C'est pas qu'une responsabilité de nous, parce qu'immigrés, et que donc nous, on a réussi à sortir, parce que c'est ça aussi. Pourquoi il y a cette immigration? Parce que personne ne veut rester dans la zone du non-être. Personne. Et on sait très bien ce que c'est, enfin pour certains ou certaines d'entre nous, ce que ça veut dire craindre pour sa vie tous les jours et chaque seconde. Donc c'est vrai que tout le monde veut quitter cet espace-là. C'est logique, enfin, mais c'est pas que notre responsabilité de ceux qui avons quitté, qui disons bon, oh, ça y est, je peux respirer. Oui, non, mais c'est pas que notre responsabilité, c'est aussi de tous ceux qui sommes présents, parce que nous sommes tous concernés par ces problématiques. C'est pas que les colonisés, encore une fois, la théorie décoloniale, et penser la décolonialité. La décolonialité, elle ne peut se faire que globalement, pas uniquement les colonisés et leurs descendants, mais tout le monde, parce qu'on est tous concernés. À partir du moment où nous pouvons dormir, nous sommes concernés, que d'autres ne puissent pas vivre et qui craignent à chaque seconde pour leur vie et qui soient dans ces situations-là. Voilà. Merci beaucoup. Je vais reprendre sous indication de Yohan un tout petit peu la parole pour relancer 2-3 questions avant de réouvrir l'espace à la salle. Et en écoutant, j'essaie d'imaginer par quelles des millions de questions que j'aurais pu te poser et j'aimerais te poser, mais on n'aura pas le temps, reprendre la conversation. Une première pour rester sur cette dimension d'engagement aussi dans nos sociétés. Il y a ce concept que tu mentionnes de interculturalité critique, c'est-à-dire, et je pense que c'est très utile pour parler aussi des sociétés dans lesquelles nous vivons, de différencier multiculturalité, multiculturalisme et cette idée d'interculturalité critique comme une possibilité, parce que c'est aussi, me semble, une proposition prospective. C'est pas quelque chose qui existe encore dans ces termes, mais c'est un objectif qui vise justement la possibilité d'un dialogue beaucoup plus horizontal et beaucoup plus juste entre cultures différentes et puis personnes d'origine différente. Oui. Alors l'interculturalité s'oppose en fait effectivement au multiculturalisme ou à ce qu'on appelle aussi aux États-Unis ou dans d'autres pays les politiques de l'identité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où des personnes subissant
le racisme, par exemple, ou la colonialité, se disent cette situation est injuste. Par exemple, je ne peux pas entrer dans telle grande école et je vois que c'est en raison de mes origines sociales, raciales. Donc, il faut changer ces choses-là et on va lutter pour, par exemple, pouvoir entrer dans des espaces qui étaient fermés. Je ne sais pas, le cinéma, la télévision, je ne sais pas. Bon. Donc, on lutte pour ça et on va faire donc des actions très positives, donc des actions positives, pour pouvoir avoir une représentation de ces groupes minorisés. Ces formes-là, c'est à l'échelle plus des politiques publiques, c'est ce qu'on appelle le multiculturalisme, c'est-à-dire de dire, bon, on a un tel pourcentage de personnes, je ne sais pas, d'origine pakistanaise, donc on va essayer d'avoir, et proposer que, par exemple, si ce quartier, je parle parce que en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, on a pu mettre en place ce genre de politique, dire bon bah un maire, la police aussi, donc favoriser cette forme communautaire parce qu'ils sauront mieux se régir, mieux proposer aussi aux écoles, les écoles que ce soit plus en accord avec certaines coutumes, certaines journées, certaines fêtes, etc. D'un point de vue au premier abord, on peut se dire bah oui, c'est beaucoup mieux. Enfin, c'est-à-dire on laisse une possibilité à ces communautés de s'organiser, d'être représentées surtout. Mais depuis, la théorie décoloniale se dit mais est-ce que de nouveau, alors si toutes ces communautés vivaient de manière égalitaire, on n'en aurait plus besoin de les différencier ainsi, mais surtout quand on crée ça, on garde le système originel, à savoir que ces communautés ne sont pas égales. Je suis désolée, on pourra dire que c'est bien de se régir, mais on connaît la hiérarchie des populations et donc celles auxquelles on va donner certains droits sont quand même infériorisées. Donc l'interculturalité est de dire on a différentes cultures et différentes communautés que justement doivent être à égalité. En d'autres termes, pourquoi le système est de faire, par exemple, une école, on pourrait faire, si on garde ou je reste sur cet exemple britannique, une école pour les Pakistanais, une école pour les Blancs, une école pour les Latinos, je ne sais pas, j'invente. Et en gardant le système, et pourquoi on ne laisse pas ces communautés se gérer de manière autonome? Parce qu'elles peuvent décider qu'elles ne veulent pas cette école, encore une fois, qu'elles souhaitent une autre organisation, qu'elles n'ont pas besoin de cette police, mais peut-être qu'elles ont besoin d'autre chose, de juges, que la justice, elles échappent à la justice, par exemple, nationale ou la justice du pays, mais qu'elles veulent une autre façon de faire la justice. Toutes les communautés ont à régler des affaires, disons, d'ordre public, mais est-ce qu'elles sont obligées de les gérer de la même manière partout? Donc, l'interculturalité, mais pensez depuis l'Amérique latine, là l'exemple que je vous donne, c'est un exemple européen, pensez depuis l'Amérique latine, on se dit en plus, et qu'on pourrait le penser aussi dans d'autres espaces, l'Afrique et l'Asie, c'est que beaucoup de ces communautés, elles existent déjà. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de les inventer. On a des peuples. On a les peuples, les Mapuches, les Aymara, les Nahuatl, les Mayas, etc., qui ont déjà un fonctionnement communautaire propre et auquel on veut leur imposer un système qui est le système de l'État-nation. La justice, par exemple, les tribunal de la Cour constitutionnelle, Cour suprême, les tribunaux, tout ce schéma, on le leur impose alors qu'ils gèrent la justice d'une autre façon. Donc l'interculturalité, c'est de dire que pourquoi c'est toujours imposé aux minorisés, enfin on reste toujours dans un système de les minorisés doivent s'adapter à la culture majoritaire. L'interculturalité voudrait dire que pourquoi, si ces systèmes fonctionnent très bien, pourquoi ne pas, eux, les implanter ailleurs? C'est-à-dire si on voit que ça fonctionne très bien la gestion de, je sais pas, de l'organisation de la distribution de l'eau,
dans une communauté, pourquoi c'est pas elle qu'on doit reproduire dans d'autres espaces ou la proposer comme exemple, au lieu d'imposer toujours des sens de les dominants aux dominés. On est dans les politiques multiculturelles, on voit qu'on garde toujours un système le système supérieur dominant impose au système aux communautés infériorisées. Et en revanche, le multiculturalisme, justement, l'interculturalité, pardon, c'est d'avoir des cultures qui peuvent interagir à égalité. Et il y a un terme dans la théorie décoloniale qui s'appelle le pluriversel, justement qui s'oppose à l'universel. Il faut sortir des politiques justement qui veulent que tout le monde ait la même chose, tout le monde ait le même type d'école, le même type de justice, et qu'on pense plutôt à l'interculturalité, c'est-à-dire des cultures qui peuvent interagir entre elles de manière plus autonome et surtout égalitaire. Et c'est ça qui est pluriversel. Donc pensez la pluriversalité comme possibilité de sortie de la colonialité. Si, et à commencer dans les espaces où on est en train d'imposer à des peuples des langues qui ne sont pas les leurs, des systèmes économiques qui ne sont pas les leurs, la propriété privée qui n'est pas la leur. Par exemple, en Australie, les aborigènes, ou ce qu'on appelle les aborigènes, les peuples aborigènes d'Australie, avaient un fonctionnement de vie semi-nomade dans cet espace gigantesque, 14 fois la taille de 14 fois la France, circulait. La colonisation arrive et on va les envoyer vers des réserves, donc fermées, en disant, bon, gardez votre culture, mais là, dans cet espace, alors que c'est pas du tout, ça détruit complètement le fonctionnement précédent, puisque le fonctionnement précédent était de vivre un certain temps dans un espace, se poser un temps. Une fois que les ressources sont épuisées, on laisse la nature se renouveler, on va ailleurs, puisque l'espace est immense, on peut fonctionner ainsi. La colonisation, en imposant la sédentarisation, détruit complètement cette communauté. Et en 2 générations, sans compter les politiques de vol d'enfants, de métissage, d'obligation et d'obligation de parler l'anglais, ça a été complètement néfaste pour les peuples aborigènes australiens. Voilà, donc interculturalité voudrait dire que même si un peuple s'installe, il doit y avoir un agencement entre les peuples pour se retrouver en équilibre. C'est la proposition. Donc la proposition qu'on peut résumer dans cette expression zapatiste, qu'on ait un monde dans lequel puissent cohabiter plusieurs mondes. Un mundo en el que quepan muchos mundos. En fait, chaque communauté est un monde, est un système en lui-même, et il devrait pouvoir vivre selon sa manière de s'organiser. Mais les peuples subalternisés ou minorisés sont obligés de se plier aux impositions des systèmes ou des peuples ou des majoritaires, qui en général c'est l'État-nation. L'État-nation est par essence colonial. L'État-nation sépare un peuple en deux, oppose 2 frères, une famille, une fratrie. C'est comme ça qu'on a la colonisation séparée, c'est bien, des familles, des peuples, y compris en Italie, je pense. Et merci. Je prends encore le privilège de poser une autre question avant de réouvrir, parce que le temps passe extrêmement vite, malheureusement. Mais je pense qu'un autre terme qui est très important dans ce paysage théorique et qui résonne beaucoup avec des débats contemporains, nous permet d'aller au-delà de la thématique fondamentale qu'on a abordée de la race et de cette capacité de la colonialité du pouvoir de diviser pour mieux régner. Mais il y a aussi justement la question du genre qui est touchée justement dans le dernier chapitre, et qui permet d'ouvrir aussi à la question de l'intersectionnalité, et donc cet autre terme très important, très parfois instrumentalisé, et qui fait l'objet de débats de tort et de travers, qui introduit donc voilà cette articulation entre la question de la race, la colonialité du pouvoir dans cet espace-là, la question du genre, et
aussi la question économique qui rentre, parce qu'on a tendance parfois, quand on parle de décolonial, de dire qu'il y a une limite dans ces études, c'est le fait qu'ils se concentrent plus de questions d'ordre épistémologique, mais en vous lisant, c'est ça qui est très intéressant, on voit à quel point c'est ancré aussi dans des réflexions d'ordre voilà, politique et d'économie politique et des racines marxistes. Donc voilà, ces trois pôles, la question de la race, la question du genre et, disons, la question de la classe, revient et s'articule via ce terme d'intersectionnalité. Donc voilà, comment rentrer dans les détails de cette... Oui. Déjà, nous, on ne parle pas d'intersectionnalité, on parle de colonialité du genre. Et j'y reviendrai. Qu'est-ce que le concept de colonialité du genre? C'est de dire que ce schéma global que j'ai présenté de la domination coloniale, eh bien, sans la penser avec le genre, on perd justement une dimension de l'épaisseur. Enfin, on schématise et on gagne de l'épaisseur en le pensant par aussi des entrées plus concrètes. L'une d'entre elles, c'est le genre. Alors, que dit la théorie décoloniale? C'est surtout María Lugones, qui est une philosophe argentine, qui est lesbienne, qui, je dis ça parce qu'elle avait subi de la violence de genre en Argentine et elle va enseigner aux États-Unis. Elle s'abreuve un petit peu de la théorie féministe des États-Unis et elle commence aussi à lire et voir d'autres des lectures de sociologues et notamment d'une sociologue nigériane, Oyeronke Oyegumi, qui, dans le cas du Nigeria, chez les Yoruba, en particulier ce peuple justement partagé entre plusieurs pays d'Afrique, se rend compte que au Nigeria, on n'a pas de catégorie hommes et femmes. On décline plutôt les personnes par catégorie d'âge. En fait, c'est la seniorité, ce qui fait que, et je pense qu'on garde encore un peu cette forme de parler des mamans, les pères, les enfants, enfin, voilà, les grands-parents, les grands, les âgés, et les frères ou les frères. Donc on part plus en catégorie d'âge, plus qu'en séparant juste hommes-femmes. Donc Oyeronke Oyegumi se dit que c'est la colonisation qui va transformer en fait des structures communautaires en imposant des catégories occidentales comme celles d'hommes et femmes. Et en croisant ça avec ce que je disais de la colonialité de l'être, c'est-à-dire la séparation entre humain et non humain, María Lugones se dit, c'est pas seulement qu'on a divisé en hommes et femmes, on a divisé vraiment entre ceux qui sont considérés comme de vrais hommes, celles qui sont considérées comme de vraies femmes, et celles et ceux qui sont considérés pas vraiment comme des hommes ni des femmes. C'est même encore moins que ça. C'est-à-dire qu'effectivement, les femmes peuvent être dominées par les hommes, mais il y a encore des femmes encore plus bas que ça. C'est-à-dire qu'elles ne sont même pas femmes. Elles les appellent anafemelles, justement pour marquer en fait ce qu'on disait, cette animalisation, cette barbarie, ce que nous disait tout à l'heure. Enfin, c'est pourquoi on a pu présenter la Vénus autantote. Enfin, c'est vraiment cette idée que c'était une femme complètement sauvage, animale, vraiment. Donc que ça, c'est une création coloniale. C'est pour ça, c'est une création coloniale. On ne mettrait pas une vraie femme dans un zoo, même si elle est dominée par les hommes. Enfin, ça ne serait pas de la même manière. Donc, la colonialité du genre, c'est de dire qu'il y a les Européennes, dans les systèmes coloniaux, les Européennes et leurs descendantes vont être considérées comme de vraies femmes, même si elles sont dominées ou subalternisées minorisées par rapport aux hommes. Mais elles vont avoir quand même des critères de respect, ne serait-ce que de leur vie. On va protéger leur vie, elles seront protégées, plus protégées de leur vie. Elles seront considérées comme de vraies femmes, donc elles pourront épouser, ce qui est très important dans des systèmes patriarcaux et de l'héritage et de la propriété privée. Parce que si elles sont de vraies femmes, qu'elles peuvent vraiment se marier, par exemple, leurs enfants pourront hériter. Elles-mêmes, elles pourront hériter. Si on n'est même pas une personne, quel héritage, quelle propriété? On est la propriété. C'est ça qui a justifié que des femmes puissent être
propriété des hommes, et que ça, si on l'applique aux hommes, ça aussi va, ça va disons, questionner la théorie féministe occidentale qui disait tous les hommes dominent toutes les femmes. En prenant ce prisme de la colonialité du genre, ben, on se dit, en fait, il y avait des femmes qui étaient quand même supérieures. Enfin, c'est une vraie femme, c'est quand même supérieur à un amal, c'est-à-dire un homme qui n'est pas considéré comme un vrai homme. Et de fait, non, beaucoup de femmes étaient des propriétaires, enfin, des femmes avaient des propriétés, des haciendas et des terres qu'elles héritaient, qu'elles transmettaient. Elles avaient des employés, hommes et femmes, féminins, masculins, qu'elles dominaient et qu'elles pouvaient aussi exploiter et voir dans les contextes de plantation, envoyer frapper, séparer des bébés de leur maman, etc. Donc, ça veut dire que la colonisation a imposé aussi des différences, non seulement en termes de binarité de genre, mais aussi de différences entre les femmes. Et ce qui fait que c'est pour ça qu'on peut dire, comme dans l'espace du Black Feminism, beaucoup les femmes aux autochtones des Amériques et noires n'étaient pas de vraies femmes. Et ça a justifié, par exemple, les politiques de stérilisation forcée des femmes autochtones. Si elles sont des anafemelles, c'est pour ça qu'on peut expérimenter sur leur corps, parce que comme on expérimente nos techniques médicales et de médicaments sur les animaux, on peut aussi sur ces personnes, enfin sur ces êtres qui ne sont pas de vraies personnes. On peut aussi, à justifier l'exploitation sexuelle, le fait qu'elle soit aussi considérée beaucoup plus proche de la nature, parce que les animaux donc beaucoup plus proches de la nature, ce qui fait qu'on va justifier ne pas les assister au moment de l'accouchement. Elles savent accoucher parce que c'est dans leur nature. Non, ça va avoir des conséquences concrètes. C'est-à-dire, c'est pas juste une vue de l'esprit, mais ça a des effets concrets. Et on le sait très bien jusqu'aujourd'hui. Par exemple, en France, jusque dans les années, je pense, 90, début des années 90, quand même, le taux de césarienne était beaucoup plus important pour les femmes noires, parce qu'il y avait des théories qui disaient que les femmes noires avaient un bassin plus étroit. Donc, par exemple, on allait les césariser, et le taux de césarienne, est beaucoup plus élevé. C'est aussi le syndrome méditerranéen. On connaît bien, c'est-à-dire qu'on considère dans les hôpitaux, les centres de santé, etc., que toutes les femmes racisées, comme elles sont plus proches de cette animalité, ce qui reste, elles ne souffrent pas. Donc, si elles se plaignent, c'est qu'elles sont en train d'exagérer, parce qu'en réalité, elles sont très fortes. Elles savent résister à la douleur. C'est pas là, et voilà. Donc, ces effets-là, c'est ça ce qu'on appelle la colonialité du genre. Et elle ajoute à cela, en lisant aussi et en pensant aux peuples autochtones des Amériques, que, en plus, on ne séparait pas non plus avant, partout dans les territoires non occidentaux. Le binarisme de genre lui-même, il n'existait pas. C'est-à-dire, ça aussi, c'est une imposition coloniale, et que précédemment, dans des peuples, ou précédemment ou dans d'autres peuples non occidentaux, il n'y a pas cette obligation de on est d'un genre ou l'autre et pas une autre possibilité. C'est-à-dire qu'on sait que parce que dans les peuples notamment qui pensent la question spirituelle des esprits, comment les esprits sont ceux qui habitent les corps et pas, pour le dire rapidement, pardon, on peut être habité par des esprits qui ne sont pas forcément les mêmes, qui peuvent varier, qui peuvent être féminins, masculins, et qui habitent nos corps et qui font qu'on exprime un genre qui est multiple, qui peut être variable et qui peut répondre aussi aux besoins de la communauté. Après une guerre, on peut avoir plus besoin d'hommes, donc on a besoin, masculin, disons, ou vice-versa. Dans une famille, on peut... Voilà, il y a une souplesse qui existait et qu'on appelle aujourd'hui en Occident une fluidité du genre. Cette possibilité qu'on ne soit pas
obligatoirement dans une case, une seule, mais qu'on puisse avoir cette multiplicité d'identités de genre, hein, qui existait précédemment, enfin qui existe dans d'autres peuples, et que la colonisation a voulu étouffer parce que c'est une liberté. C'est-à-dire, c'est une liberté si aujourd'hui j'exprime un genre parce que je pense que j'ai... et que dans 2 ans, c'est un autre genre ou c'est une autre expression. Enfin, voilà. Donc ça aussi, la colonialité du genre de Maria Lugones dit il y avait ces formes beaucoup plus libres et qui, pour la domination, sont un danger, enfin, sont l'impossibilité de... Et quand il faut compter, par exemple, combien de personnes, combien, etc., c'est plus simple si on a des systèmes binaires, hein, une classe, des chiffres. Et voilà, un peu pour la colonialité du genre. Merci beaucoup. Il nous reste une grosse quinzaine de minutes, donc on va réouvrir à la salle. Il y a une question là qui était déjà... Des questions et en attendant, avant, oui, et donc pourquoi l'intersectionnalité ne nous... oui, on croise bien entendu dans cette perspective les questions de classe, de race, donc de genre. Mais contrairement... Alors l'intersectionnalité, elle est très située. Elle naît dans un... Et c'est un concept fondamental, essentiel. Je ne suis pas là pour critiquer le concept, c'est juste dire que c'est sur un autre lieu d'énonciation, parce que le concept d'intersectionnalité est né dans le courant du Black Feminism des États-Unis pour répondre à des problématiques concrètes de ces femmes-là. C'est-à-dire, en l'occurrence, hein, dans ces contextes d'oppression raciste, de pouvoir être justement représentées, de sortir, d'avoir notamment une représentation. Alors que la colonialité du genre, encore une fois, enfin, vous voyez, c'est pour ça que décolonial le dit bien, c'est qu'on pense beaucoup plus comment c'est la colonisation qui nous a amené à ça et pas juste un système raciste qui serait l'intersectionnalité. Et l'intersectionnalité donc vise à être représentée. Hein, pour aller vite, l'intersectionnalité a été appliquée, par exemple, pour les politiques de parité. Hein, il faut qu'il y ait tant de... parce qu'on n'est pas assez représenté, parce que des femmes racisées, etc. Alors que la colonialité du genre vient dire, mais en fait, nous, la colonisation nous a imposé des régimes. C'est pas une question de représentation. Déjà, laissez-nous avoir nos enfants, vivre comme nous, on voudrait se gérer, sans être représentés au Parlement. Enfin, c'est très bien, c'est pas un problème, mais c'est une autre... Et si on veut avoir 10 enfants, on a 10 enfants. Si on veut avoir... Voilà. Bonjour. Alors, moi j'ai une question. Je me rends compte que la pensée décoloniale, enfin la théorie du coup, vient des pays colonisés. Maintenant, le problème c'est que les pays colonisateurs, enfin c'est pas une démarche qui vient justement des pays colonisateurs. Je me demande si vraiment ça va marcher. Parce que jusque-là, il n'y a pas vraiment, on voit pas vraiment des actions faites. Et au-delà de ça, on subit toujours le racisme. Donc voilà, c'est ma question. Merci. Mais oui, c'est toute la question. Alors ça vient aussi, la théorie décoloniale, d'une critique un peu de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire en même temps, est-ce que on décolonise si... toutes les politiques qu'on a menées jusque-là, on se dit, est-ce que si on change, je ne sais pas, à la télé, on voit, je sais que des personnes racisées, est-ce que ça changera le modèle économique de la télévision, par exemple donc, elle est venue un peu questionner cela. Est-ce qu'on a... je disais au début de la rencontre que dans décolonial, ce qui est le plus compliqué, c'est le dé. Comment on décolonise? Qu'est-ce qu'on fait pour décoloniser? Je ne sais pas si ça soit seulement une question de l'espace ou des pays colonisateurs. Parce que même dans les pays colonisés, enfin anciennement colonisés, la colonisation est tellement aussi ancrée dans les esprits que même là, je peux vous assurer,
non plus, elle vient peut-être des espaces subalternes, mais même dans les Suds ou le Sud global, il y a des résistances très fortes à ce que les choses changent. Comme je disais au début, ça fait très peur en fait de se dire qu'en fait il faut tout changer, et comment on va véritablement laisser les privilèges, c'est toujours la même chose, enfin des privilèges, enfin on est basé dans des sociétés où on lutte pour avoir des privilèges qui en fait devraient être des droits pour tout le monde. Et ça, c'est difficile, c'est-à-dire je lutte parce que je veux entrer dans telle grande école, par exemple. Je suis en train de... Une fois que je rentre, je dis, mais j'ai fait tellement d'efforts. Enfin, vous voyez, parce que ce sont des systèmes qui nous individualisent, nous font penser uniquement à nos objectifs. Et on travaille de plus en plus à nous faire juste être des individus. On nous fait croire que nous luttons et que nous valons et que nous sommes nous pour tout pour nous-mêmes. Donc c'est ça aussi qui fait qu'on pense que une fois qu'on a obtenu nos propres résultats à nous, c'est bon. Enfin, c'est le dernier ferme la porte. Et c'est vrai que le dernier va fermer la porte parce qu'il se dit j'ai fait tous ces efforts pour entrer là et maintenant je ferme. Donc c'est vrai qu'il faut lutter sur des questions de déconstruction des imaginaires coloniaux tellement importantes que c'est vrai que c'est un travail à la décolonisation des esprits et elle est une bataille à mener en fait. Mais je suis d'accord avec vous. Peut-être que ça va jamais marcher, malheureusement. Enfin, je suis d'accord, malheureusement. J'aimerais être plus optimiste. Bonsoir. Moi, j'avais une question sur... vous avez parlé tout à l'heure de la position des intellectuels. Est-ce que dans votre livre, vous avez parlé par le passé, en tout cas, de la position des intellectuels qui a joué aussi un rôle majeur justement pour justifier cette colonisation-là, en particulier avec, vous avez parlé du 19e siècle, avec la notion par exemple d'eugénisme et aussi la notion, vous avez fait référence à l'école de Jules Ferry, mais c'est aussi la notion, en tout cas à travers cette école-là, de mission civilisatrice qui a permis aussi aux petits Français, en tout cas dans cette école de Jules Ferry, de ne pas s'insurger en tout cas de cette situation-là, puisque en soi il avait déjà sa place, on va dire, dans cette mission civilisatrice, il avait sa place qui lui était donnée et inculquée par cette école-là. Et comment rompre aussi avec cet héritage intellectuel-là, parce que c'est des intellectuels aussi européens qu'on continue à glorifier et utiliser à l'école, qui ont établi ceci. Comment on rompt avec cet héritage-là quand à l'école on continue à les enseigner et qu'il reste quand même des références, en tout cas dans le domaine universitaire et même dans la culture générale. Merci. Alors ça, c'est ce qu'on appelle, enfin justement pour nous, ça c'est le concept de colonialité du savoir. C'est-à-dire que la colonialité et l'épistémicide, là, le génocide culturel, c'est de nous imposer un modèle intellectuel basé sur justement la supériorité occidentale sur nos savoirs, enfin, de créer en fait une hiérarchie des savoirs. Nous avons tous et toutes ici des savoirs qui sont, à l'école en général, délégitimés. Hein, on le sait tous, enfin, on a tous fait l'expérience à l'école. Il faut parler, effectivement, il faut citer, et à l'université encore plus, il faut citer ces grands auteurs, et en général hommes blancs. Hein, c'est ce qu'on nous apprend, ça change très lentement. C'est ça qu'il faut. Et en revanche, quand on a un savoir personnel, parce que peut-être notre grand-mère, je sais pas, un oncle nous a raconté une histoire, on n'a pas l'assurance, on n'a pas, et même on sait qu'on va être dévalorisé sur ce savoir. Il y a des savoirs, hein, il faut, lorsqu'on parle de musique, il faut on va nous reprocher qu'on ne connaisse pas Beethoven, Mozart, mais si on connaît des musiques, d'ailleurs appelées traditionnelles ou folkloriques, ou que sais-je, ça, c'est pas un savoir. Bon, déjà, on est sur cette problématique-là de colonialité des savoirs. Comment on peut faire? C'est encore une fois l'école. Alors, le rôle des intellectuels, ces intellectuels, il est très ancien. Et je dirais pour nous, les premiers intellectuels, enfin, depuis l'Amérique latine, je pense qu'ailleurs, ont été les missionnaires. Les intellectuels du XVIe siècle, ce sont les religieux. Et en Amérique latine, surtout catholiques. C'était eux les intellectuels de l'époque.
ils sont venus nous dire, voilà, ça c'est la religion, la vraie religion. Et ils ont été les premiers à justifier l'infériorité des colonisés, en disant que les représentations de la barbarie, c'est dès le milieu du XVIe siècle, le débat de Valladolid, il y a eu un débat vers 1550, en 1550, il n'a servi qu'à dire que les Indiens qui avaient été pratiquement exterminés, il fallait les protéger. Il restait 10%, donc forcément, je dirais. Et d'ailleurs, ça n'empêche pas, ça, en fait, ça n'enlève pas, ça s'inclut encore dans l'idée de colonialité de l'être. Parce que même nous, par exemple, quand on sait, aujourd'hui dans nos sociétés occidentales, quand on sait qu'il reste 10% de koalas, de je sais pas, de telle espèce, on essaie de la protéger. Donc, et pourtant, on les considère quand même comme des animaux. On n'est pas en train de les considérer comme des égaux à nous. Bon, à cette époque, on voit la disparition des Indiens, donc on va essayer de les protéger pour qu'ils ne disparaissent pas totalement. Mais à la place, il fallait quand même de la main-d'œuvre pour exploiter toutes les mines, toutes les plantations, toutes les richesses des Amériques. Et donc on a justifié en disant il y a plus barbares que ces Indiens, ce sont les Noirs d'Afrique, ce qui a permis d'organiser la traite d'êtres humains transatlantiques qui a duré pendant 3 siècles. Donc déjà à cette époque, ces intellectuels ont légitimé, je dis ça parce qu'on oublie ce moment-là. Et après, on pense que tout a commencé au 18e, 19e. Au 18e, 19e, ce qui va changer, c'est que ce ne sont plus les religieux, parce que les églises ont perdu un peu de cette aura, et ce sont les universitaires. Ce sont les universités. C'est à ce moment-là où se créent toutes nos disciplines universitaires, et les scientifiques, enfin ceux qui se disent scientifiques, se dire scientifiques, et ceux qui savent, et c'est... vous savez, le racisme du 19e siècle, il a été défendu, organisé par des personnes, des scientifiques, des docteurs en tout. Donc, voilà, des anthropologues, des sociologues d'Europe. Donc, comment défaire pour finir ? Je crois qu'en inversant déjà cette idée, alors on le fait souvent, c'est cette résistance qui est aussi intéressante à voir dans nos familles, à maintenir ces savoirs, à ne pas les laisser perdre. L'école, encore une fois, je ne suis pas contre l'école, mais l'école déconstruit. Donc, et comme on fait en général dans les maisons, dans nos espaces intimes, surtout domestiques, c'est là qu'on transmet les savoirs, c'est là nos savoirs les plus chers, les plus importants. Il faut les maintenir. Donc, c'est des écoles alternatives, enfin, je dirais, comme on fait, on continue à les garder, à les transmettre. Ça, c'est notre responsabilité, à ne pas les oublier, nos langues, nos musiques, nos plats. On va commencer par là. On va prendre 2 autres questions, on va dépasser un tout petit peu l'horaire. Alors j'avais déjà notifié 2 personnes, du coup je suis désolé. Bonsoir, merci du coup. Vous avez commencé tout à l'heure en disant que le colonialisme était très lié au racisme, que c'était même un présupposé du colonialisme. Mais pour autant, j'ai l'impression que souvent, il y a un amalgame qui est fait entre les deux, et donc j'arrive pas trop à voir à quel point est-ce que, depuis la perspective universitaire, c'est pensé comme 2 questions différentes. En tout cas, j'ai un peu l'impression que depuis une situation dans certains espaces militants, d'ailleurs ça a pas mal été reproché là cet été dans des festivals écologistes où il y a eu des violences racistes, où j'ai un peu l'impression qu'il y a une confusion qui est faite entre les deux et qu'on croit en étant au courant des violences, et en tout cas, si je caricature, on a lu Malcolm Ferdinand et du coup on considère que ça y est, on n'est plus soumis au racisme, et du coup la question que je me pose c'est quelle articulation il y a entre les deux, et est-ce qu'il y a vraiment une confusion qui est faite avec ça, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui doit être pensé dans une globalité, quoi? Alors, très court, déjà, s'il y a colonialité, c'est qu'il y a racisme. Tout est racisme, il n'y a patriarcat. C'est simple.
Et comme dit Fanon, une société est raciste ou ne l'est pas. Il n'y a pas des degrés divers. Soit elle est raciste, soit elle n'est pas raciste. Si on a un phénomène où on a constaté un acte raciste, c'est que toute la société est raciste. Je ne sais pas si après, si on veut mettre un voile, bon, voilà. Bonsoir. Les questions des personnes qui avaient ce micro sur la place des intellectuels et sur la capacité des colonisés, descendants de colonisés, à réagir m'incite à renvoyer deux images. Les traces de la colonisation, elles sont entre autres lisibles dans des bouquins, dans des archives, etc. Mais il y a d'autres manières de voir ça. Au Pérou, dans le département de Cusco, il y a un chef-lieu de province qui s'appelle Santo Tomás. 3600 mètres d'altitude, 3000 habitants dans les années 80, je ne sais pas combien maintenant. Il y a un porche à côté de l'église, un porche qui fait 4 mètres de large, 3-4 mètres de haut, sur lequel est sculpté, c'est tout en pierre, sur lequel est sculpté un cheval, sur lequel il y a un cavalier, avec une lance qui est en train de trucider 2-3 petits paysans quechua. C'est pas qu'une marque chez Decathlon, hein, quechua. Donc c'est une trace minérale qui a plusieurs siècles de la personne qui est sur le cheval. Le cheval, il a été amené là-bas par les colons espagnols. Et en bas, dessous, piétinés, ce sont des petits paysans quechua. Toutes les semaines, des paysans passent à côté de ce porche pour aller au marché. Je me demande, j'ai vécu 3 ans, je n'ai jamais eu le réflexe de demander aux paysans ce qu'ils pensaient de cette image-là. C'en est une. Il y en a une autre. Il y a une tradition dans cette province de Chubivilcas, c'est une fois par an, dans les années 80, je ne sais pas si ça se fait encore, ils prenaient un condor, l'aigle, qu'ils attachaient avec des cordes sur un taureau. Et le spectacle, c'était de voir qui allait tuer l'autre. Rappel, le taureau, il vient d'Espagne avec les colonisateurs espagnols. Le condor est un aigle typique des Andes. Ça, c'est une image qui peut dominer l'autre. Et peut-être que c'est un espoir alors, bon, pas pour le condor ou pour le taureau, mais c'est quand même, je trouvais une image très très forte de ce qui s'est passé. J'avais une question, mais vu l'heure, ça va être trop tard, mais c'était l'articulation avec la théologie de la libération, savoir dans quelle mesure il y a un lien avec le thème de la conférence, qui était surtout dans les années 70, un mouvement assez fort. Oui, alors je pense qu'il y en a une partie sur la théologie de la libération dans le livre, donc je vous renverrai. Il y a la théorie décoloniale, enfin, on voit bien la généalogie. Je dirais que oui, ça fait partie des bases de la théorie décoloniale, de l'avoir pensé. Sauf que on se disait, bon là, on pense surtout la classe et que la théorie décoloniale inclut aussi la dimension de race et de genre. Bonsoir. J'aimerais poser une question plus par rapport, déjà ce que vous avez dit, ça m'a beaucoup marqué, étant donné que j'ai toujours grandi en France, même si je suis née au Togo et mes parents sont originaires du Togo. Et la situation au Togo, ça m'a toujours intéressée dans le sens où il y a toujours eu un non-dit. Et c'est un non-dit dont on parle souvent. En tout cas, j'en ai toujours entendu parler quand on faisait des cours en Espagne, des cours d'espagnol sur le régime de Pinochet ou même ce qui s'est passé avec le franquisme. Mais jamais on en parle. Enfin, en tout cas, j'en ai jamais vraiment entendu parler
par rapport à l'Afrique. Et en fait, pour ceux qui ne savent pas, au Togo, ça fait 75 ans qu'il y a eu un régime autoritaire, donc le père et le fils qui, sur 75 ans, ont présidé le pays. Et les Togolais vivent sous ce pays qui est censé être démocratique et présidentiel. Et voilà, donc c'est de ce pays d'où je viens. Et jamais vraiment mes parents m'en ont parlé directement de ce qui se passe, la situation politique. J'ai toujours fait mes recherches toute seule. J'ai passé des soirées à lire les pages Wikipédia. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de... Parce que le Togo, c'est un très petit pays, il n'y a pas beaucoup de documentation sur ça. Et cet été, il y a eu encore un renforcement de ce régime autoritaire au Togo. Et petit à petit, là, je commence à en parler de plus en plus avec mes parents. Et en gros, il y a eu des soulèvements du peuple à Lomé, la capitale, face à ce régime autoritaire. Et quand j'en parle avec mes parents, je suis en mode, mais regardez, ça commence à prendre, il y a des gens qui se soulèvent. Et mon père, il me dit, mais ça va durer une semaine, c'est comme ça. Et puis ensuite, ils vont passer à autre chose. Et moi, j'étais un peu en mode, non, il est trop pessimiste. Et en fait, ça a été le cas depuis juin. Il n'y a plus rien eu d'autre. Et en fait, je me dis, mais comment ça se fait que... Comment on peut faire toute cette décolonisation qu'en fait, dans les pays qui sont encore sujets à cette colonialité, ont du mal à s'insurger quand même quand les forces autoritaires qui dirigent le pays répriment si fortement le pays. Comment on fait? Et donc ça, c'est ce que je me suis posé comme question. Et moi, je me dis que je commence à avoir des clés, je commence à étudier, mais aussi je discute avec mes pairs de ça et ça fait pousser la réflexion. Et pour moi, c'est un sujet très important. Mais je me sens un peu comme le white savior c'est un peu paradoxal de dire ça, mais je suis là, je suis en France, je vais dans mes universités, etc. Et ensuite, je retourne au Togo et je suis en mode, non les gars, j'ai étudié en France, je sais, j'ai l'impression d'être un peu dans une espèce d'imposture. Mais vous parliez aussi avant du fait que tout le monde est inclus dans ce rôle, dans ce processus de décolonisation. Est-ce qu'il y a des rôles, en fait, la personne qui vient du pays colonisé a ce rôle, les autres ont ce rôle, est-ce qu'il y a des rôles répartis? Je ne sais pas. Merci. En tout cas, il n'y aura pas, je ne pense pas qu'on puisse être depuis ici l'avant-garde. Enfin, on a vu ça dans les révolutions, en tout cas des latino-américaines du XXe siècle, pensant qu'il y aurait une avant-garde depuis une position un peu supérieure et qui saurait plus que les autres. Mais je comprends parfaitement bien. Et je pense qu'il y a... on parlait de ce que sera la transmodernité, c'est-à-dire comment on dépasse la situation coloniale alors qu'on a on a décolonisé ou des descendants de colonisés dans les pays colonisateurs. Je pense que c'est là peut-être notre action, parce que vous êtes française aussi. Enfin, je ne sais pas si vous le sentez ainsi, mais en tout cas en France, en agissant pour un État qui est un État colonial, et peut-être ça, peut-être par là. En tout cas, ce que m'inspire votre question, c'est la difficulté de la décolonisation véritable, de la décolonialité. C'est-à-dire que, comme le disait Fanon, le plus dur, en fait, c'est lorsque les colonisés ont intégré. Et ce que vous dites là me fait penser aussi au cas, là, dans quelques jours, il y aura, c'est le cas au Cameroun aussi, où il va y avoir des élections, les gens ne sont même pas, on se dit, mais il n'y a rien qui va changer. Et rien ne va changer. Et les gens sont à ce stade de se dire, ça ne sert absolument à rien. Donc c'est que là, on est à un stade
vraiment la colonialité, elle a déjà, en fait, elle est présente. Parce que, comme vous dites, la répression a été tellement forte, l'épistémicide, le génocide, l'épistémicide, que c'est bien imprégné. Enfin, on a quand même un système qui a plus de 500 ans d'existence et qui s'est renforcé. J'aimerais pas finir avec ce note aussi pessimiste, de se dire, bon, déjà, on en parle, on a cette conscience-là, j'espère, là, à partir de ce soir. Alors, pas à s'infliger et à s'auto-flageller en disant, bon, mais peut-être en essayant de trouver des espaces. Mais ça, la colonialité, elle a certes avancé, mais on est là et on est, je dirais, aussi les enfants de ces colonisés, je dirais, pour certains et certaines, qu'on n'a pas réussi à battre. Et donc, voilà, le fait qu'on soit là, c'est déjà que vous soyez là et que vous soyez en train de dire, c'est déjà une situation de... Voilà, on n'a pas tout détruit, donc fort heureusement. Voilà, merci. Merci beaucoup, Issal et Alessandro.